Je m'appelle Nathalie Brox. J'avais 34 ans et, selon ma famille, j'avais gâché toutes les opportunités qu'ils m'avaient données. Pendant 15 ans, mes parents ont pensé que j'étais une ratée sans emploi luttant pour survivre. Ils n'ont jamais su ce que je faisais vraiment dans la vie jusqu'à ce que ma grand-mère m'envoie un appel à l'aide codée. Exactement 30 minutes plus tard, je suis arrivé à leur porte avec 2 officiers de police. Ils croyaient que je survivais grâce à des emplois temporaires et à l'argent que ma grand-mère me donnait en secret. Je les ai laissés le croire parce que j'étais en réalité une enquêtrice principale en criminalistique spécialisée dans la fraude financière et l'exploitation des personnes âgées, et révéler cette vérité aurait donné à mon père une autre arme. Ce soir-là, mon téléphone a affiché la photographie d'une tasse en porcelaine bleue avec sa anse tournée vers la porte d'entrée. En dessous, il y avait 6 mots. La boîte à fleurs est de nouveau vide. Quand j'avais 12 ans, ma grand-mère avait caché ma première médaille académique dans une boîte à fleurs après que mon père m'ait accusé de l'embarrasser en me pavanant. Elle m'avait appris que la tasse bleue tournée vers la porte signifiait qu'elle ne pouvait pas parler librement, tandis que la boîte à fleurs vide signifiait que quelqu'un avait pris quelque chose d'important. Ce n'était pas de la nostalgie. C'était une urgence. Avez-vous déjà caché votre succès parce que vous saviez que votre propre famille pourrait l'utiliser contre vous? J'ai demandé une vérification immédiate du bien-être et j'ai expliqué le signal de détresse codé. 30 minutes plus tard, je me tenais devant la maison de mon enfance avec 2 officiers en uniforme. Quand la porte s'est ouverte, mon père m'a regardé, puis a regardé les badges. Son expression montrait de la reconnaissance, pas de la surprise. Avant que l'un ou l'autre des officiers ne parle, il s'est penché et a murmuré quelque chose, prouvant qu'il connaissait mon secret depuis bien plus longtemps que je ne l'imaginais. Avant que je vous dise ce qu'il a dit, et ce qui s'est passé après que je sois sorti, dites-moi, quelle heure est-il là où vous êtes? D'où regardez-vous? Et quel temps fait-il là-bas? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Le nom de mon père était Tom Brox. Il était un conseiller financier respecté qui faisait des dons à des centres pour personnes âgées, parlait lors de dîners de charité et se présentait comme le fils dévoué s'occupant d'une mère vieillissante. À côté de lui se tenait ma belle-mère, Lisa, arborant le sourire contrôlé qu'elle utilisait chaque fois que des étrangers regardaient. Tom a dit aux officiers que j'avais tendance à surréagir et que j'étais devenu instable après avoir perdu mon dernier emploi. Il a livré le mensonge calmement parce que sa cruauté était la plus efficace lorsqu'elle paraissait raisonnable. Il ne m'a pas insulté directement. Au lieu de cela, il a baissé la voix, a eu l'air embarrassé pour moi et a fait en sorte que les officiers aient l'impression d'avoir été entraînés dans un malentendu familial privé. Un officier a demandé à voir ma grand-mère, Judy. Tom a prétendu qu'elle dormait et qu'elle était confuse à cause des médicaments, mais les officiers ont insisté pour lui parler. Judy est apparue dans le couloir, portant un cardigan boutonné de travers. Elle paraissait plus petite qu'il y a 2 semaines, et la femme qui refusait autrefois de sortir de chez elle sans rouge à lèvres avait maintenant une légère ecchymose sous un poignet, partiellement cachée par sa manche. Lorsqu'on lui a demandé si elle se sentait en sécurité, elle a jeté un coup d'œil à Tom avant de murmurer qu'elle allait bien. Les officiers ne pouvaient expulser personne sur la base d'un simple soupçon, mais ils l'ont séparé de Tom assez longtemps pour poser des questions de base. Pendant qu'il parlait, j'ai remarqué un ruban bleu délavé noué autour de sa boîte à couture. C'était le ruban de ma médaille d'enfance. À 12 ans, j'avais pleuré dans la cuisine de Judy pendant que Tom m'ordonnait de jeter la médaille parce que ma réussite mettait d'autres membres de la famille mal à l'aise. Il avait dit que le succès était peu attrayant quand il faisait en sorte que les autres se sentent petits. Judy avait récupéré la médaille de la poubelle, l'avait enveloppée dans ce ruban et l'avait cachée dans la boîte à fleurs. Certaines personnes ne détestent pas ta faiblesse, m'avait-elle dit. Elles détestent la preuve que tu n'as jamais été faible. Maintenant, ce ruban était une instruction. Quand Tom s'est éloigné, Judy a poussé la boîte à couture vers moi avec son pied. Je ne l'ai pas ouverte immédiatement. J'ai photographié son emplacement, demandé à un officier d'être témoin que Judy me la donnait, et j'ai enregistré son consentement. Parce que j'étais lié à toutes les personnes impliquées, la chaîne de possession devait être impeccable. Tom est revenu et m'a ordonné de sortir, mais Judy a relevé la tête. Elle est mon invitée. Tom lui a dit qu'elle était fatiguée et a tendu la main vers son épaule comme pour guider un enfant confus. Judy s'est éloignée de sa main. Je l'ai invitée, a-t-elle répété. Les officiers ont documenté sa tentative de passer outre sa décision ainsi que la réaction visible de Judy lorsqu'il s'est approché. Dehors, Tom m'a suivi jusqu'au trottoir.
Une fois que les officiers furent hors de portée de voix, son expression agréable a disparu. « Tu aurais dû rester invisible », a-t-il dit. « Ton employeur entendra parler de ça. » Pendant 15 ans, ma famille était censée croire que j'étais sans emploi. Il n'aurait pas dû savoir qu'il y avait un employeur à contacter. « Quel employeur ?» ai-je demandé. Il a souri comme si j'avais enfin résolu une énigme qu'il savourait seul. « Exactement. » Puis il est rentré. J'ai conduit directement au bureau sécurisé de mon agence, j'ai contacté ma superviseure et j'ai révélé le conflit avant de toucher à quoi que ce soit. Elle m'a retiré de tout rôle officiel dans l'enquête et a confié l'examen des preuves à Edouard Haye, un comptable judiciaire qui travaillait à mes côtés depuis 6 ans. Edouard connaissait mes habitudes de travail, comprenait la préservation des preuves et ne m'avait jamais demandé pourquoi ma famille croyait que je faisais des recherches temporaires. Avec ma superviseure présente, nous avons ouvert la boîte à couture. À l'intérieur se trouvaient 3 enveloppes de banque, une vieille clé en laiton, une clé USB, un grand livre manuscrit, ma médaille et un petit flacon de pharmacie contenant des pilules que Judy avait cessé de prendre parce qu'elle la désorientait. L'étiquette de la prescription montrait que Tom avait récemment changé de pharmacie. La première enveloppe contenait des avis de retrait totalisant plus de 187 000 $. La deuxième contenait des documents transférant la propriété partielle de la maison de Judy à une société appelée Northstar Care Solutions. La troisième contenait une procuration durable portant la signature de Judy. La signature semblait convaincante, mais le témoin mentionné en dessous était décédé 11 mois avant la date de signature supposée du document. Northstar prétendait fournir une gestion des soins aux personnes âgées, mais son adresse enregistrée menait à une boîte postale louée. Son responsable financier autorisé n'était pas Tom. C'était moi. Mon nom légal complet, ma date de naissance et ma signature électronique figuraient sur l'enregistrement avec une ancienne adresse d'appartement que j'avais utilisée lorsque j'ai rejoint l'agence pour la première fois. Quelqu'un avait construit une structure conçue pour faire croire que je volais Judy. La clé USB contenait des relevés, des enregistrements de Tom faisant pression sur Judy, des photographies de documents avant qu'il ne les retire, et une courte vidéo qu'elle avait faite dans sa chambre. Si Nathalie regarde ceci, disait-elle, Tom a probablement dit à tout le monde qu'elle en veut à mon argent. Ce n'est pas le cas. Il prépare ce mensonge depuis des années. Il n'arrête pas de dire que personne ne croira la rater plutôt que le fils qui a réussi. La vidéo s'est terminée lorsque des bruits de pas se sont approchés de sa chambre. Edouard a étudié les dossiers et a dit, il a créé un bouc émissaire avant de déplacer l'argent. Tom avait passé des années à me qualifier d'irresponsable et de désespéré pour que, si jamais Judy l'accusait, il puisse prétendre que sa petite fille sans emploi l'avait manipulé. Une entrée dans le grand livre de Judy avait été soulignée 2 fois. Tom a demandé si l'agence de Nathalie la protégerait si la famille apprenait ce qu'elle fait vraiment. La date remontait à 3 ans. Une autre entrée indiquait qu'il avait demandé une copie de mes anciens documents fiscaux sous prétexte de préparer une fiducie familiale. Tom connaissait mon secret depuis le début, et il avait rassemblé les pièces nécessaires pour fabriquer ma culpabilité. Edouard a soumis les preuves par les canaux officiels pendant que je signais une déclaration de récusation formelle. Je pouvais fournir l'histoire de la famille et témoigner de ce que j'avais vu, mais je ne pouvais pas effectuer de recherche dans des systèmes restreints, diriger des entretiens ou prendre des décisions d'enquête. Tom comprenait suffisamment la procédure pour exploiter cette restriction. 2 jours plus tard, il m'a invité à son bureau par un courriel intitulé « Opportunité de résoudre un malentendu privé ». J'ai accepté parce que refuser lui aurait permis de prétendre que j'avais évité une conversation raisonnable. Avant la réunion, j'ai donné à Edouard l'heure et le lieu, j'ai documenté que je ne transporterais aucun matériel d'enquête et j'ai activé un protocole de contact d'urgence normalement réservé aux entretiens hostiles. Son entreprise occupait le dernier étage d'un immeuble de verre surplombant Manhattan. Les employés le saluaient chaleureusement, et les murs affichaient des photographies de lui faisant des dons à des hôpitaux et à des programmes pour personnes âgées. Une réceptionniste m'a dit que Tom avait personnellement couvert une partie de l'opération chirurgicale de son mari. C'est ce qui le rendait dangereux. Tom accomplissait suffisamment de gentillesse authentique pour rendre sa cruauté privée incroyable, et il choisissait sa générosité avec soin, de sorte que les personnes les plus susceptibles de le défendre auraient toujours une histoire personnelle à raconter. Il m'a accueilli dans son bureau, m'a offert un café et a fait glisser un dossier sur le bureau. À l'intérieur se trouvaient des photographies de moi entrant dans mon agence, parlant à des conférences, déjeunant avec Edouard et recevant une médaille de service. Il y avait des copies de publications professionnelles que j'avais écrites sous un nom abrégé, et une liste d'affaires dans lesquelles j'avais témoigné.
Tu as dit à la famille que tu faisais de la recherche en freelance, a-t-il dit. Pendant ce temps, tu as construit une carrière en accusant les gens de crimes. J'ai demandé depuis combien de temps il me suivait. Assez longtemps. Quand j'ai demandé pourquoi il m'appelait toujours sans emploi, il a dit, parce que c'était le seul rôle que tu jouais de manière convaincante. Les gens croient ce qu'ils entendent à plusieurs reprises, surtout quand la personne dont on parle ne se défend jamais. Il a ensuite posé sur le bureau un projet de plainte adressé à l'inspecteur général de mon agence. Il m'accusait d'utiliser des ressources gouvernementales pour enquêter sur ma famille. En pièce jointe se trouvaient des journaux d'accès semblant montrer que j'avais consulté les comptes de Judy des mois avant son message de détresse. Les journaux étaient faux, mais suffisamment sophistiqués pour déclencher un examen immédiat. Tom a expliqué ce qui se passerait s'il déposait la plainte. Suspension, enquête interne, remise en cause de mes affaires précédentes et nouvelles audiences pour des personnes dont les victimes croyaient que la justice avait déjà été rendue. Il a mentionné 2 affaires par leur nom, dont une impliquant une veuve dont le fonds de retraite avait été volé. Il avait étudié les victimes qui me tenaient le plus à cœur. Il était prêt à nuire à des étrangers pour se protéger. Tu as 48 heures, a-t-il dit. Dis à Judy qu'elle a mal compris les documents, retire tes allégations, et j'expliquerai que Northstar a été créé pour la planification successorale. Continue, et ta carrière deviendra la première victime. Après cela, nous discuterons de la question de savoir si Judy reste suffisamment compétente pour vivre seule. Il avait l'intention de transférer l'argent de Judy, de m'accuser de contrôler Northstar et de présenter l'enquête comme ma tentative de cacher ma propre fraude. Quand quelqu'un que vous aimez utilise la loyauté familiale comme une arme, préservez-vous la relation ou exposez-vous ce qu'elle a été construite pour dissimuler? Je suis parti sans toucher le dossier. Ce soir-là, Lisa m'a demandé de la rencontrer dans le café d'un hôtel. Elle est arrivée en portant des lunettes de soleil et a choisi une table faisant face aux 2 sorties. Ses mains tremblaient quand un serveur s'est approché, mais elle est immédiatement devenue calme en lui parlant. J'ai reconnu l'instinct. Elle avait appris à cacher la peur aussi soigneusement que Tom cachait la cruauté. Je m'attendais à une autre leçon sur la loyauté familiale. Au lieu de cela, elle a posé une carte clé sur la table et a dit qu'elle ouvrait la salle des archives privées de Tom. Il y a des documents là-dedans qui n'auraient jamais dû exister. J'ai refusé de toucher la carte. Entrer sans autorisation légale permettrait à Tom de m'accuser de cambriolage et de contaminer tout ce que je trouverais. Lisa a admis qu'elle avait signé des procès-verbaux d'entreprise et des formulaires de témoignage après que Tom lui ait dit que Northstar était une planification successorale légitime. Au début, elle appréciait le style de vie que ses combines finançaient et ignorait les questions qu'elle aurait dû poser. Plus tard, elle a découvert que la société avait emprunté sur la maison de Judy, payé des dépenses personnelles et transféré de l'argent sur des comptes de conseil liés à l'entreprise de Tom. Quand elle l'a confronté, il lui a montré des documents portant sa propre signature et l'a averti qu'elle serait poursuivie si elle parlait. Lisa n'était pas innocente. Elle avait ri des blagues sur mon chômage, encouragé Judy à laisser Tom gérer ses comptes et aider à l'isoler de ses amis. Mais elle avait aussi découvert que Tom la considérait comme jetable. Elle a révélé qu'il prévoyait de déplacer l'argent restant dans les 48 heures et de forcer Judy à signer une fiducie révisée, une autorisation médicale et une déclaration m'accusant de coercition. Il avait pris des dispositions pour qu'un médecin privé évalue Judy après avoir augmenté la dose de médicaments qui la rendait confuse. Lisa a également révélé que Tom enregistrait secrètement les réunions dans sa salle d'archives privée et les sauvegardait sur un serveur hors site. Il disait que les enregistrements étaient une assurance parce que tout le monde vous trahit un jour ou l'autre. Je lui ai dit de faire une déclaration formelle à Edward et aux détectives. Elle craignait que Tom ne la détruise, ne publie des messages privés et ne la laisse affronter seule toutes les accusations. Il a déjà préparé les preuves pour le faire. J'ai dit, la conformité ne décide que de la quantité de preuves supplémentaires qu'il pourra créer. Avant de partir, elle m'a dit que Tom gardait un dossier portant mon nom et qu'il l'avait maintenu depuis avant que je rejoigne l'agence. La première page était intitulée Contingences. Il ne s'agissait plus seulement des économies de Judy. Tom se préparait à une confrontation avec moi depuis 15 ans, et chaque insulte familiale faisait partie d'une défense organisée. Suzanne Mercey, la spécialiste de la protection des personnes âgées assignée au cas de Judy, a insisté pour nous rencontrer à l'intérieur de la maison de Judy pendant l'absence de Tom. Avant d'entrer, elle m'a parlé d'un homme âgé dont la fille l'avait isolé, détourné sa pension, vendu sa maison et convaincu les visiteurs qu'il souffrait de démence. Il est mort avant que le tribunal ne lui restitue ses droits.
Suzanne voulait que je comprenne que l'abus financier n'attend pas une stratégie juridique parfaite, et que les victimes protègent souvent leurs agresseurs parce qu'admettre la vérité signifie faire le deuil de la personne qu'elles croyaient aimer. Elle s'est assise en face de Judy à la table de la cuisine et n'a pas commencé par demander si Tom avait volé de l'argent. Elle a demandé ce que Judy était autorisée à décider. Pouvait-elle choisir son médecin? Parfois, si Tom approuve le rendez-vous. Pouvait-elle sortir sans permission? Plus maintenant, parce qu'il prétend qu'elle se perd. Pouvait-elle accéder à ses comptes? Tom dit que les informations financières la troublent. Pouvait-elle appeler des amis en privé? Il avait retiré la ligne fixe et gardait souvent son téléphone pour le charger. Pouvait-elle refuser de signer quelque chose? Les mains de Judy se sont mises à trembler. Il dit que refuser prouve que je ne comprends pas. Suzanne a tracé une ligne sur une feuille de papier. D'un côté, elle a écrit soin. De l'autre, contrôle. Le soin vous donne des choix, a-t-elle dit. Le contrôle vous punit de les faire. Le soin explique. Le contrôle menace. Le soin protège votre indépendance. Le contrôle fait paraître l'indépendance dangereuse. Judy a fixé ces mots avant d'admettre que Tom avait menacé de la placer dans une unité de soins pour la mémoire si elle remettait en question les fonds manquants. Il avait pris ses papiers d'identité, intercepté son courrier, annulé les visites d'amis et dit aux parents qu'elle était paranoïaque. Chaque fois qu'elle résistait, il lui rappelait que Nathalie était sans emploi, instable et attendait d'hériter de la maison. Il a également affirmé que j'avais autrefois enquêté sur des innocents simplement pour faire avancer ma carrière. Je savais que ce n'était pas vrai, a murmuré Judy, mais il a dit qu'il avait des documents, et j'avais peur que personne d'autre ne me croie. Suzanne a demandé si Judy voulait une protection d'urgence. J'ai failli répondre pour elle, mais Suzanne m'a arrêté. Judy avait besoin de plus qu'un sauvetage. Elle avait besoin du droit de choisir, même si choisir prenait du temps. Le silence a rempli la pièce pendant près d'une minute. Puis Judy s'est dirigée vers une armoire, a sorti un vieux livre de cantiques et en a ouvert la couverture arrière. Cachée à l'intérieur se trouvait une révocation notariée de la procuration de Tom, signée 8 mois plus tôt. Elle avait essayé de la donner à la banque, mais Tom l'a découvert, l'a déclarée invalide et l'a forcé à signer un autre formulaire. J'ai gardé cette copie parce que je voulais la preuve que, pendant au moins un jour, j'ai dit non. Elle a également révélé qu'elle avait délibérément écrit plusieurs dates erronées dans le grand livre. Tom fouillait occasionnellement sa chambre, et les dates incorrectes l'aidaient à déterminer quelle page il avait lu lorsqu'il répétait plus tard les faux détails. Judy n'avait pas été entièrement passive. Elle avait résisté de manière dissimulée en attendant que quelqu'un reconnaisse les signaux. Suzanne a contacté Patricia Monroe, une avocate spécialisée dans le droit des personnes âgées, qui a préparé une requête d'urgence gelant les actifs contestés, suspendant l'autorité de Tom, l'empêchant de changer la résidence de Judy et bloquant les modifications non autorisées de ses médicaments ou de ses dossiers médicaux. Edward et les détectives ont utilisé la déclaration de Lisa pour obtenir des ordonnances de préservation pour les comptes de Northstar, les dossiers du bureau de Tom, les communications du médecin et le serveur hors site. Tom a senti le mouvement et a commencé à appeler des parents, leur disant que j'avais manipulé Judy pour un héritage. Des cousins dont je n'avais pas entendu parler depuis des années ont envoyé des accusations. L'un a prétendu que Tom lui avait montré la preuve que Judy payait mon loyer. Un autre a dit que Judy s'était toujours inquiétée de mon incapacité à garder un emploi. Judy a écouté pendant que j'en lisais plusieurs à voix haute, puis a pris mon téléphone et a bloqué les numéros elle-même. J'ai passé trop d'années à maintenir la paix pour des gens qui ne nous ont jamais protégés ni l'une ni l'autre, a-t-elle dit. Je ne veux pas la paix. Pas si la paix signifie l'aider à mentir. Elle a ensuite appelé sa plus vieille amie et lui a dit la vérité sans demander la permission de Tom. Sa voix a tremblé tout au long de la conversation, mais elle ne s'est pas arrêtée. L'ordonnance d'urgence a été accordée le lendemain matin. Tom a perdu l'accès au compte de Judy, ne pouvait plus entrer dans sa maison sans permission et il lui était interdit d'organiser des évaluations médicales sans surveillance indépendante. Les actifs de Northstar ont été temporairement gelés. Pour la première fois, il avait perdu le contrôle de l'argent, de la maison et du récit médical. Sa prochaine cible était mon nom. Tom ne m'a pas confronté avec une autre menace vide de sens. Il a déposé la plainte. L'inspecteur général a reçu des documents m'accusant de recherche non autorisée, de vol d'identité, de falsification de preuves et de manipulation financière d'un parent vulnérable.
Un blog d'affaires a publié un article affirmant qu'un enquêteur gouvernemental non nommé avait créé une société écran liée à la fraude envers les personnes âgées. Il contenait suffisamment de détails pour que mes collègues me reconnaissent et, en quelques heures, l'histoire avait été copiée par plusieurs sites web plus petits. À midi, j'avais rendu mon badge, mon ordinateur portable, mes dossiers et mes accréditations en attendant l'examen. Ma superviseure ne m'a pas accusé, mais la politique exigeait ma mise à pied jusqu'à ce que les journaux d'accès et les registres de la société soient vérifiés. Tom avait transformé mon secret en preuve contre moi. Un entretien de promotion a été annulé. Un avocat lié à l'une de mes anciennes enquêtes a demandé mes dossiers disciplinaires. 2 équipes de défense ont déposé des motions se demandant si j'avais fabriqué des preuves dans des affaires non liées. Mon propriétaire a reçu une lettre l'avertissant que des agents fédéraux pourraient perquisitionner mon appartement. Quelqu'un a envoyé des messages anonymes à mes voisins affirmant que je ciblais les personnes âgées pour leur argent. Pendant plusieurs heures, j'ai envisagé de donner à Tom ce qu'il voulait, non pas parce que je le croyais, mais parce que des victimes innocentes de mes anciennes affaires pourraient être traînées dans de nouvelles audiences. Judy a entendu l'hésitation dans ma voix. « Il a nuit à ton travail, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé. J'ai admis que oui. Alors arrête pour moi. Je lui ai dit que je ne pouvais pas. Si j'arrête maintenant, il décide de ce que ma carrière a signifié. Il pourra dire que j'ai protégé des étrangers parce que je me préparais à te voler. Chaque victime que j'ai aidée fera partie de son mensonge. Judy est restée silencieuse avant de dire « Alors nous allons jusqu'au bout. » Mais nous allons jusqu'au bout ensemble. Edward m'a dit plus tard que les faux journaux d'accès contenaient une erreur. Il mentionnait un format de serveur que notre agence avait cessé d'utiliser 2 ans avant les prétendues recherches. Les fichiers contenaient également des métadonnées cachées les reliant au cabinet de Tom. L'un avait été créé sur son ordinateur de bureau, tandis qu'un autre avait été modifié via les identifiants de Lisa après minuit un jour où elle prétendait être hors de la ville. Les enquêteurs ont également découvert que la signature numérique qui m'était attribuée provenait d'une déclaration de revenus familial que Tom avait traitée des années plus tôt. Lisa a appelé d'un téléphone prépayé. Tom lui avait ordonné de signer une déclaration affirmant que je l'avais pressé de fournir la carte clé et que je l'avais menacé de révéler une liaison si elle refusait. Elle a admis que la liaison avait eu lieu des années plus tôt, pendant une période où Tom était fréquemment absent, et a dit qu'il avait secrètement conservé des messages pour les utiliser plus tard. Je lui ai dit de faire une déclaration formelle avant que Tom n'en crée une pour elle. Le lendemain matin, Lisa est entrée dans le bureau du procureur de district avec un avocat et a remis son téléphone, ses courriels, des documents cachés et une clé de sauvegarde qu'elle avait prise dans le coffre-fort de Tom. Elle a admis avoir signé de faux procès-verbaux d'entreprise, aidé Tom à persuader Judy d'approuver des transactions, répété des mensonges sur mon emploi et permis à Tom d'utiliser ses identifiants. Sa coopération n'effaçait pas ce qu'elle avait fait, mais elle détruisait l'unité sur laquelle Tom comptait. Patricia a temporairement installé Judy dans un appartement sécurisé. Tom a riposté en annulant les paiements d'assurance, en redirigeant les livraisons de médicaments, en disant au médecin que Judy n'avait pas la capacité de prendre des décisions et en déposant une requête pour une tutelle d'urgence. Il a affirmé que Judy était retenue contre son gré par moi et Patricia. Chaque acte violait ou contestait l'ordonnance de protection, et chaque acte créait davantage de preuves de sa détermination à la contrôler. Puis les enquêteurs ont récupéré le serveur d'enregistrement de Tom. Il contenait des années de conversation. Tom cochant Lisa pour décrire Judy comme confuse, discutant de signatures antidatées avec un notaire, dirigeant des transferts via Nordstar, planifiant la fausse requête de tutelle et me décrivant comme la bénéficiaire désignée. Il ne parlait pas de la bénéficiaire de la succession de Judy. Il parlait de la bénéficiaire du blâme. Un enregistrement le montrait expliquant le plan à un comptable. Nathalie possède Nordstar sur le papier. Tout le monde sait qu'elle ne peut pas garder un emploi et qu'elle dépend de Judy. Elle enquête sur la fraude. Donc, quand elle prétend avoir trouvé une fraude, nous disons qu'elle a créé les preuves. L'histoire se raconte d'elle-même. Un autre a révélé qu'il avait payé un détective privé pour suivre mon éducation, mon emploi, mes relations, mes conférences et mes promotions. Le détective a même documenté quels parents j'évitais et à quelle fréquence je corrigeais rarement les rumeurs familiales. Tom ne m'avait jamais sous-estimé. Il m'avait étudié et avait conclu que mon silence était prévisible. Pourtant, Patricia a averti qu'il pourrait toujours prétendre que les enregistrements avaient été sortis de leur contexte et que Judy avait sciemment approuvé une planification successorale agressive. Plusieurs documents portaient sa signature authentique,
obtenus lors de périodes antérieures où Tom mélangeait des formulaires légitimes avec des formulaires frauduleux. Nous avions besoin d'une preuve de coercition actuelle, de tromperie délibérée et de son intention de punir Judy pour son refus. Judy a proposé la réponse elle-même. Elle a demandé à Patricia d'organiser une dernière réunion de famille chez elle. Elle dirait à Tom qu'elle envisageait de retirer les allégations s'il expliquait personnellement les documents, lui rendait le contrôle de la fiducie et acceptait de ne pas la placer en institution. Les enquêteurs resteraient à proximité. Judy a légalement consenti à enregistrer la réunion et Suzanne a préparé un plan d'urgence si sa santé se détériorait. Je m'y suis opposé parce que Tom avait déjà montré qu'il pouvait devenir physiquement agressif en perdant le contrôle. Judy m'a arrêté. Tom est arrivé chez Judy avec un portefeuille en cuir. Lisa le suivait avec un notaire privé et un médecin qui prétendait être là pour évaluer la compréhension de Judy. Tom croyait que la réunion restaurerait son autorité avant que le tribunal n'examine l'affaire. Patricia s'est assise à côté de Judy pendant que je restais près de la porte. Suzanne surveillait depuis une autre pièce et des détectives attendaient à proximité. Tom a posé sur la table une nouvelle procuration, une fiducie révisée, une autorisation médicale et une déclaration m'accusant de coercition. Il a affirmé que les comptes gelés l'empêchaient de payer les soins de Judy et a averti que le tribunal pourrait nommer un étranger si elle refusait de signer. Le médecin a commencé à poser des questions de mémoire, mais Patricia a exigé la preuve que Judy avait autorisé l'évaluation. Il n'en avait aucune. Tom s'est tourné vers moi. Nathalie a déjà perdu son emploi. Elle a besoin de ton argent. Je l'ai corrigé, expliquant que j'étais seulement en congé administratif. Pas encore, a-t-il répondu. Judy a demandé pourquoi Nordstar me listait comme dirigeante. Tom a soupiré comme s'il parlait à un enfant. Tu voulais que Nathalie soit incluse. Tu as oublié. Quand Judy a nié avoir signé l'enregistrement, il a prétendu qu'elle avait signé plus de documents qu'elle ne s'en souvenait. Chaque désaccord devenait une preuve de son prétendu déclin. Patricia a demandé combien d'argent de Judy était entré dans le cabinet de Tom. Il a qualifié les retraits de frais de gestion. Judy a ouvert son grand livre. 187 000 retirés, 312 000 empruntés sur ma maison, 68 000 transférés sur un compte de conseil, 41 000 payés à l'entreprise de tes employés. Est-ce que c'est à peu près ça? Le sang-froid de Tom a vacillé. Judy a posé la clé en laiton sur la table et a expliqué qu'elle ouvrait un compartiment bancaire contenant l'acte de propriété original, sa fiducie précédente, des chèques que Tom prétendait détruits. Des lettres de son comptable et une note listant les parents à qui il prévoyait de dire que j'étais financièrement irresponsable. Il avait fouillé sa chambre mais jamais la banque parce qu'il croyait que la peur l'avait rendue impuissante. Judy a ensuite produit un relevé d'épargne-études montrant que 96 000 $ destinés à mon éducation avaient été transférés dans le cabinet de Tom 15 ans plus tôt. Il avait plus tard dit aux parents que j'avais abandonné mes études parce que je manquais de discipline. Judy avait secrètement payé mes frais de scolarité avec ses économies et avait appelé cela une bourse. Tu lui as pris son avenir, a dit Judy, puis tu t'es moqué d'elle parce qu'elle a survécu sans. Tom a insisté sur le fait qu'il avait investi l'argent pour la famille. Judy a répondu qu'il ne lui avait jamais appartenu. Quand j'ai réussi malgré tout, tu as créé Nordstar en mon nom pour lui voler et me piéger. Tom a accusé Patricia de manipulation et a exigé que le notaire commence la signature. Le notaire a refusé, disant que Judy subissait des pressions. Le charme de Tom a disparu. Judy a demandé s'il la placerait dans un établissement si elle résistait. Tom s'est penché sur la table. Tu signeras ou je te ferai déclarer incompétente. Nathalie sera poursuivie. Lisa perdra tout et tu finiras dans une unité de soins pour la mémoire où des étrangers contrôleront ta vie. Judy a passé la main sous son cardigan et a révélé un enregistreur. Je voulais que tu expliques clairement la menace. Tom s'est figé. Patricia l'a informé que Judy avait consenti à l'enregistrement et que les enquêteurs avaient des mandats liés à Nordstar. Tom s'est jeté sur l'appareil. Je me suis interposé, mais Judy a attrapé la procuration et l'a déchirée en deux. Tu as passé des années à me dire que j'étais trop confuse pour dire non, a-t-elle dit. Regarde-moi le dire maintenant. Elle a ouvert la porte d'entrée. 2 détectives, Suzanne et un officier, sont entrés. Tom a affirmé que sa mère confuse avait été manipulée par une fille instable et une avocate ambitieuse. Un détective l'a informé qu'ils avaient récupéré ses enregistrements, les transferts, les signatures falsifiées,
les faux dossiers de plainte et les instructions ordonnant au médecin de décrire Judy comme étant diminuée avant de l'examiner. Tom a ordonné à Lisa de dire que la réunion avait été volontaire. Au lieu de cela, elle s'est placée à côté de Patricia. Il croyait que Judy signerait parce qu'il nous avait toutes menacées séparément. Tom s'est tourné vers moi. J'ai construit ta réputation au sein de cette famille. Ils m'ont cru parce que tu ne t'es jamais défendu. J'ai répondu. Je suis restée silencieuse parce que je pensais que cela me protégeait. Tu as confondu le silence avec la reddition. Les détectives l'ont arrêté pour violation de l'ordonnance de protection, coercition d'un adulte vulnérable, intimidation de témoins et interférence avec une enquête. Alors que l'officier lui passait les menottes, Tom a regardé Judy. Tu l'as choisi plutôt que ton propre fils. Judy s'est avancée. Je choisis la vérité plutôt que le fils pour lequel je n'arrêtais pas d'inventer des excuses. Après qu'il ait été emmené, Judy a regardé les documents déchirés. Je pensais que je sentirais que j'ai perdu mon fils. J'ai demandé ce qu'elle ressentait à la place. Du chagrin, a-t-elle dit. Et du soulagement. Comme si j'avais enfin cessé de me perdre pour le garder. L'enquête a révélé 4 sociétés écrans, des autorisations falsifiées, de faux contrats, des documents médicaux antidatés et plus de 740 000 $ pris ou empruntés sur les actifs de Judy. Les enquêteurs ont également trouvé de l'argent détourné de clients âgés qui avaient confié leurs fonds de retraite et de soins au cabinet de Tom. Plusieurs victimes avaient été éloignées de leurs enfants après que Tom ait décrit ses enfants comme cupides ou instables. Northstar était le stratagème qu'il considérait comme le plus sûr car il avait déjà créé un bouc émissaire crédible. Un grand jury l'a inculpé pour exploitation de personnes âgées, faux et usage de faux, vol d'identité, obstruction, intimidation de témoins, faux documents et complot. Sa licence a été suspendue, les clients ont retiré leur argent, les œuvres de charité ont retiré son nom et les régulateurs ont placé son cabinet sous séquestre. En moins de 3 mois, son bureau avait été vidé, ses meubles vendus aux enchères et ses propriétés gelées pour restitution. D'anciens employés ont fourni des courriels montrant comment il manipulait les audits et rejetait la faute des irrégularités sur le personnel subalterne. Lisa a admis avoir signé de faux documents, aidé à isoler Judy et répété des mensonges à mon sujet parce qu'accepter la version de Tom lui facilitait la vie. En échange de son témoignage et des preuves, les procureurs ont recommandé une peine réduite. Elle a demandé le divorce et a rendu l'argent reçu via Northstar. Je ne lui ai pas pardonné simplement parce qu'elle a coopéré. La peur expliquait certains choix, mais elle ne les effaçait pas. Mon enquête interne a duré près de 4 mois. Les spécialistes ont confirmé que les journaux d'accès étaient fabriqués et que ma signature avait été copiée d'un ancien document fiscal. J'ai été innocenté et réintégré, mais la promotion est allée à quelqu'un d'autre. Des affaires antérieures ont nécessité une révision et mon nom est resté lié aux allégations en ligne. Certains collègues se sont excusés. D'autres m'ont évité parce qu'admettre qu'ils avaient cru Tom signifiait affronter la rapidité avec laquelle le respect pouvait disparaître. J'ai commencé à vérifier les voitures garées et à me réveiller la nuit, convaincu de l'entendre dehors. Exposer la vérité n'avait pas empêché les dommages. Cela avait seulement rendu les dommages dignes d'être surmontés. Judy est finalement rentrée chez elle après que les serrures, les comptes, les contacts médicaux et les systèmes de sécurité aient été changés. Elle a renoué avec des amis, a rejoint un groupe de soutien et a aidé d'autres familles à reconnaître le contrôle coercitif. Certains jours, elle défendait encore Tom par habitude. D'autres jours, elle se reprochait de ne pas l'avoir arrêté plus tôt. Patricia lui rappelait que la manipulation fonctionne en faisant en sorte que les victimes se sentent responsables des décisions de l'agresseur. Un après-midi, Judy m'a demandé de l'accompagner à la banque. Dans le compartiment ouvert par la clé en laiton, nous avons trouvé l'acte de propriété original, des chèques annulés, les premiers registres de l'entreprise de Tom et un dossier scellé portant mon nom. Il contenait des rapports du détective privé que Tom avait engagé pour suivre ma carrière, des photographies de moi entrant à l'académie, des programmes de conférences, des articles publiés et l'annonce de ma promotion. Tom avait écrit des notes dans les marges. Surveiller l'accès, potentiel de risque, ne corrige pas les suppositions familiales, gardez le récit cohérent. À côté d'une photographie de moi acceptant une récompense, il avait écrit « Elle ne doit jamais savoir que nous savons ». Une autre page montrait quand il avait commencé à dire aux parents que j'empruntais de l'argent à Judy, des années avant l'existence de Northstar. C'était la révélation finale. Tom ne m'avait pas qualifié de raté parce qu'il croyait que j'en étais une.
Il me qualifiait de raté parce que mon succès l'effrayait. Chaque blague sur le chômage et chaque histoire sur mon irresponsabilité servait un seul but. Il avait besoin que la famille croie que j'étais désespéré avant de me faire paraître coupable. Sa cruauté avait été une préparation. Lors de la sentence, d'anciens clients ont décrit la perte de leurs économies, de leurs fonds médicaux et de leur maison. Judy a parlé en dernier. Elle n'a pas demandé vengeance. Elle a demandé au tribunal de reconnaître les années volées à des personnes qui avaient fait confiance à Tom au moment où elles étaient le plus vulnérables. Je pensais que maintenir la famille unie était de l'amour, a-t-elle dit. Mais une famille unie par la peur n'est pas unie. Elle est piégée. Tom a reçu une peine de prison substantielle, des restrictions financières et des obligations de restitution. Il lui a été définitivement interdit de gérer les actifs d'une autre personne. La maison de Judy lui a été entièrement restituée, et une grande partie de son argent a été récupérée grâce aux comptes gelés et aux ventes de propriétés. Après l'audience, Tom a demandé à me parler. Un adjoint se tenait entre nous. « Tu as détruit cette famille » a-t-il dit. « Non » ai-je répondu. « J'ai documenté ce que tu lui as fait. » Il a demandé si je pensais que la famille me respectait maintenant. Je n'ai pas besoin d'eux. Son expression a changé parce que son pouvoir dépendait de mon besoin d'approbation. Une fois que je n'en ai plus eu besoin, il n'avait plus rien pour me menacer. Des mois plus tard, Judy m'a rendu ma médaille d'enfance. Je n'aurais pas dû cacher ça, a-t-elle dit. Je lui ai dit qu'elle l'avait protégée. Non, je protégeais la paix. Parfois, la paix n'est qu'un silence qui profite à la personne la plus cruelle de la pièce. Plus tard, j'ai aidé à établir un programme mettant en relation des enquêteurs financiers, des avocats spécialisés dans le droit des personnes âgées, des médecins et des travailleurs communautaires. Judy en est devenue la première conférencière invitée. Elle a brandi la tasse bleue et a expliqué que toutes les victimes ne peuvent pas passer un appel téléphonique. Parfois, demander de l'aide ressemble à un objet déplacé, un silence inhabituel, une ordonnance changée ou une histoire qui cesse soudainement d'avoir du sens. Mes parents avaient passé 15 ans à me présenter comme leur plus grande déception. Au final, ce mensonge a aidé les enquêteurs à comprendre tout ce que Tom avait fabriqué. Il a perdu son cabinet, sa licence, sa liberté, son mariage, sa réputation, ses biens et le contrôle sur Judy. J'ai perdu une promotion, plusieurs relations, des mois de paix et l'illusion que le mépris de ma famille avait été accidentel. Le prix était réel. La liberté aussi. Si votre famille insiste sur le fait que vous êtes un échec, posez-vous une dernière question. Sont-ils déçus parce que vous avez vraiment échoué ou parce que votre succès menace la version de vous qu'ils ont besoin de contrôler? Je m'appelle Nathalie Brox. Pendant 15 ans, mon père a dit à tout le monde que je n'avais rien accompli. Puis ma grand-mère a envoyé un message codé. 30 minutes plus tard, je suis arrivé avec 2 officiers de police. À la fin de l'enquête, la seule vie bâtie sur l'échec était la sienne. Nous vous remercions de votre temps et de votre attention. Cette vidéo est entièrement fictive et créée uniquement à des fins de narration et de divertissement éducatif. Nous espérons que cette histoire vous rappelle que parfois, la plus grande forme de justice n'est pas de voir les autres souffrir, mais de se voir enfin heureux, libres et non plus contrôlés par la douleur qu'ils ont infligée.